Voilà. Donc, on connaît que France a dévoilé, mais ce n'est pas grave du tout. On connaît de nom Gaston Vasseur, on connaît assez peu de visu. Donc, et moi encore, avec une photo jeune de lui, on a plus l'habitude de voir cette photo-là, qui est plus diffusée, que je vous transmettrai. Là, c'est Gaston Vasseur, je ne sais pas quel âge il avait, en tout cas, il a plus de 60 ans, c'est à peu près certain. Et c'est à Niba, le clocher qui est sur la gauche, c'est Niba, c'est son village natal, ce village auquel il a été attaché toute sa vie, bien que n'y ayant vécu que son enfance et son adolescence. Et il a, Gaston Vasseur, donc là, il était pris en photo à l'occasion d'une sortie de la Société d'émulation historique et littéraire d'Abbeville, dont il était le président à cette occasion-là. Mais je vais vous laisser cette photo-là, parce que je trouve que c'est en fin de compte, non pas celle qui le représente le mieux, mais c'est celle qui représente le Gaston Vasseur qui fabrique ses travaux linguistiques et qui est en fait un accumulateur de connaissances qui va être donc un passeur de Picard. Est-ce que ce mot lui va bien? En tout cas, moi, il me va bien de le définir comme ça. Je ne l'aurais peut-être pas dit devant lui, mais je crois qu'il a, au final, aujourd'hui et depuis, il est disparu en 1971, donc il y a déjà un moment, et depuis sa disparition, il a véritablement passé aux générations qui l'ont suivi, aux personnes qui le connaissaient, aux générations qui l'ont suivi, des outils pour transmettre le Picard. Et donc, je vais vous donner ces dates et je vais vous parler donc de quelqu'un qui est plus aujourd'hui un, entre guillemets, linguiste, parce qu'il n'a pas exercé cette profession-là, mais il a été docteur suite à une thèse en Sorbonne en langue picarde. Il a été enseignant, je vais vous raconter ça, mais il a été peut-être plus linguiste que littérateur de Picard, tout en ayant été un grand littérateur de Picard. Ne serait-ce que par la qualité de sa production dans la quantité de ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas un accumulateur de Picard comme pouvaient l'être certains personnages que je vous ai présentés récemment, dont Édouard David, par exemple, qui n'a fait qu'écrire en Picard, à deux ou trois exceptions près. Alors, Gaston Vasseur est de Niba. Pour vous situer, Niba, c'est dans le Vimeux. Le Vimeux, pour vous le situer, si vous n'êtes pas de l'ouest de la Somme, c'est difficile. C'est la partie du territoire du Ponthieu historique, mais le Vimeux est une entité dans le Ponthieu historique, qui est au sud-ouest d'Abbeville, qui va de Saint-Valery à Mers-les-Bains pour être sur la côte et qui vient jusqu'aux portes sud d'Abbeville, mais Abbeville ne fait pas partie du Vimeux, et puis qui va jusqu'à Alencourt, Oisemont, voilà, c'est avant Ornoilbourg qui est dans la Miénois. Le Vimeux, on a l'habitude de le diviser en deux zones qui sont des zones plus sociales que linguistiques, quoique linguistiquement, ça a un sens également. Le Vimeux rural, qu'on appelle aussi le Vimeux vert, le Vimeux agricole, dans lequel il y a de l'industrie textile et il y a aussi un peu d'industrie métallurgique, avec Alencourt, Oisemont, et puis le Vimeux purement industriel, où l'essentiel de l'activité économique est lié autour de la serrure, la robinetterie, la clé, le cadenas, la petite métallurgie, les pins, les coques d'ordinateurs, les moules, en tout cas pour les fabriquer, enfin un tas de choses comme ça. Donc une petite industrie avec également un peu de verre dans la vallée de la Brelle. Ce Vimeux-là, c'est le Vimeux industriel qu'on appelle aussi le Vimeux rouge. Vous comprenez aussi pourquoi. C'est qu'il fut une époque où il votait rouge. Et au début du XXe siècle, il était même un rouge très foncé, presque noir. Et donc, ce Vimeux, Gaston Vasseur en est issu. Il va s'en extraire d'ailleurs par l'ascenseur social, hein, puisqu'il sera enseignant. Il est né donc à Niba en 1904. Niba, c'est à côté de Friville-Escarboutin. Et il y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, donc jusqu'en 1920, jusqu'à l'après-première guerre. La Première Guerre mondiale n'a pas touché le Vimeux. Le Vimeux était une terre, un territoire de l'arrière de la Première Guerre, essentiellement en présence de soldats du Commonwealth, hein, des Anglais, mais également des Indiens, enfin des Hindous, enfin, des Chinois aussi.
tout ça, le cimetière chinois à Noyelles-sur-Mer. Et puis, il va être donc élève de l'école publique, il va aller aux cours complémentaires à Escarbotin, et puis il part à l'école normale d'Amiens, et il sera donc instituteur. Il sera maristaire. Il commence sa carrière à Saint-Quentin-la-Motte, la Croix-au-Bailly. Vous savez, c'est ce village de France qui a le plus de lettres dans son nom. On a tout ça dans la Somme. On a le plus court et le plus long. Le plus court, c'est I, il n'y a qu'une seule lettre. Et puis Saint-Quentin-la-Motte, la Croix-au-Bailly, vous les compterez pour ça. En Picard, on dit le Croé. Hein, c'est simple. À Saint-Quentin, on dit le Croé. Alors que tout autour de Saint-Quentin-la-Motte, on dit le Croix. Mais là-bas, ils disent le Croé. Et puis après, il va aller à Bugny-les-Gamaches. Et Bugny-les-Gamaches, c'est un village important parce qu'il est assez. C'est un lieu de rencontre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Picards, même encore aujourd'hui, les Picardisants. C'est assez étonnant. Ce village est à côté de Gamaches, comme son nom l'indique, au-dessus de la vallée de la Brelle. Et il sera instituteur et secrétaire de mairie à Bugny. Boigny-Arac, pour certains qui connaissent, notamment avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, et donc, il va faire des rencontres importantes à Bugny-les-Gamaches, en particulier le grand-père de Jean Leclerc, Pio Clerc, qui parle très bien Picard. Enfin, tout le monde parle très bien Picard. J'ai de la famille par alliance à Bugny-les-Gamaches. Tout le monde parle très bien Picard. Là-bas, c'est un ferment, c'est comme ça. Il y en a quelques-uns. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, il n'y en a pas un seul. Et donc, il s'intéressera vraiment au Picard. Il s'y intéressait précédemment, mais il va prendre des notes sur des petites fiches. Je vous en montrerai tout à l'heure, parce que j'en possède. Et il va accumuler ces fiches en vue de faire quelque chose qui deviendra son dictionnaire, sa grammaire, enfin l'ensemble de sa production linguistique. Et il est, bon, je pense le dire sans trahir, c'est pas quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui est très, très fier de ce qu'il fait, très consciencieux de ce qu'il fait, conscient et consciencieux de ce qu'il fait, et il le fait savoir. Hein, connu beaucoup de gens qui l'ont fréquenté, dont j'ai connu son fils, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et c'était quelqu'un qui se prenait très au sérieux, et ce n'est pas un défaut, hein, il avait quand même une certaine autorité. Et donc, méthode de travail et autorité. Et donc, en 1937, vous voyez, dans l'entre-deux-guerres, hein, il a 33 ans, il rencontre, enfin, en tout cas, il se lie avec Robert Loriot, le professeur Loriot, d'origine picarde, qui était universitaire, qui a fini sa carrière à Dijon, qui a été membre du CNRS et qui va s'intéresser aux travaux de Gaston Vasseur dès l'avant-guerre, et qui va être son directeur de thèse quand il présentera sa thèse à la Sorbonne. Et le professeur Loriot donc l'initie à l'alphabet phonétique international, puisque à l'époque, il n'y a pas de magnétophone, hein, il n'y a pas tous les outils dont on dispose aujourd'hui, et donc c'est une transcription internationale qui existe depuis le 19e siècle, et au moins, et que Gaston Vasseur intègre dans ses relevés de notes. En 1938, Gaston Vasseur commence sa chronique en Picard sous le titre de Lettre à ma cousin Polyte. Et puis, donc la Deuxième Guerre mondiale passe, et il sera ensuite nommé à l'école Saint-Jacques d'Abbeville, donc il va habiter à Abbeville, et tout en restant très, très fidèle à son Picard du Vimeux. Il est fidèle jusque dans le détail. Hein. Il va habiter Abbeville jusqu'à sa mort. Il garde toujours un pied-à-terre à Nibas. Il est marié avec Édith Vasseur, que j'ai très bien connue, qui est originaire de Saint-Valery-sur-Somme. Et il garde donc, il aura 2 enfants, Jean et Janine. J'en parle tout de suite. Et Jean Vasseur. Donc, Janine était une dame handicapée. Jean Vasseur sera enseignant, il commencera comme instituteur et il terminera sa carrière comme PEGC, donc professeur d'histoire géo en collège, on dit aujourd'hui. Et donc, il fut mon premier instituteur.
Jean Vasseur a été mon instituteur qui m'a appris à écrire. Il ne m'a pas appris à lire parce que j'ai appris tout seul, mais bon, c'est une autre histoire. Et puis, il m'a appris à écrire et j'ai retrouvé ensuite Jean Vasseur, donc le fils de Gaston, comme professeur d'histoire en sixième et en quatrième. Ce qui fait que, et c'est quelqu'un qui m'a toujours séduit et qui m'a aussi impressionné un petit peu. Et qui donc m'a marqué dans mon enfance et que je vais retrouver à l'âge adulte. Et puis, je fréquenterai beaucoup Jean et Claude Vasseur, sa femme. Ils ont des enfants qui sont à peu près de mon âge, donc on avait l'occasion de se croiser. Et donc, voilà, mon premier rapport à Gaston Vasseur, ça a été Jean Vasseur. Un jour, ma mère m'a dit, ma mère était aussi institutrice, elle était enseignante, et puis elle me dit, le papa de ton instituteur, de Monsieur Vasseur, vient de décéder, c'était quelqu'un d'important. Ça m'a marqué, parce qu'il y avait quelqu'un d'important qui venait de mourir à Abbeville. On était en janvier 1971. Et donc, j'allais avoir 13 ans. Et il était important à Abbeville, Gaston Vasseur, parce qu'il était surtout connu comme étant le président depuis 1952 de la Société historique d'Abbeville, qui existe toujours. Et il avait une énorme notoriété de chercheur et d'historien local. Son activité de picardisant public, hormis son côté privé de sa formation, de sa thèse, de son doctorat, son côté public n'apparaît qu'à partir de 1967-68 et il va mourir en janvier 71. Donc entre mai 67 et janvier 71, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Et donc c'est la suite des travaux entrepris, des réunions entreprises par Gaston Vasseur qui vont lui donner une notoriété dans le domaine du Picard et qui va éclipser son travail important d'historien local et de fédérateur au sein de la société d'émulation. Et donc, j'ai quand même rencontré Gaston Vasseur. Je l'ai rencontré une fois. C'est assez, je l'ai raconté dans un texte, c'est assez étonnant. J'ai rencontré Gaston Vasseur en Andorre. Voilà. Donc, j'étais tout gamin. On était en vacances en Ariège avec mes parents. On prend la voiture pour aller passer un petit moment en Andorre. On arrive, on descend de voiture, ou d'autocar, je ne sais plus bien, parce que là j'avais 6 ans. Et qui est-ce qui était là à la sortie d'un restaurant dans les rues de la ville? Jean Vasseur, mon instituteur, avec sa femme Claude et avec ses parents Edith et Gaston. Donc j'ai vu Gaston Vasseur. Gaston Vasseur m'a vu. Voilà, voilà. Mais ça s'est à peu près arrêté là. Bon, j'étais très surpris de voir mon instituteur avec ses parents. Voilà, c'est toujours des petits moments. Mais bon, voilà, je peux au moins me prévaloir de ça. C'est pas grand-chose, mais ça existe. Donc, je reviens à ça. Donc, en 2 mots, donc sur sa biographie. Vous voyez donc un enfant de la ruralité qui s'extrait par l'école publique, qui devient professeur. Parce qu'il a enseigné quand il était sur la ville, il n'était plus instituteur, après il a été professeur à l'école pratique, donc ce qui correspond à nos collèges, comment ça s'appelle maintenant, enfin les collèges techniques d'aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas quelle matière il enseignait là-bas, mais c'était une matière théorique, ce n'était pas une matière pratique. Et puis, donc il a eu une vie picarde autour de sociétés savantes de Picard, dont la société de dialectologie qui avait son siège à Arras et à laquelle a succédé la société de linguistique picarde, dont le siège était à Amiens et dont il fut un vice-président. Pour continuer dans les anecdotes, et puis après on essaiera de rentrer dans son œuvre picarde, Gaston Vasseur donc, était membre de la Société d'émulation d'Abbeville, puis président. Il a souhaité que le rejoignent autour de la société des animateurs du Picard et lui a succédé sur son siège. Ce sont des sièges, c'est un peu l'Académie française, il y a des membres permanents. Donc le siège de Gaston Vasseur à son décès a été occupé par Armel de Poilly, dont je vous ai parlé dans la première masterclass. Armel de Poilly, qui était un grand ami de Gaston Vasseur et qui était de Darny et qui a ainsi perpétué la continuité d'une présence picarde au sein de la société d'émulation.
Et au décès d'Armel de Poilly, c'est moi qui ai pris le siège d'Armel de Poilly. Donc, je suis assis sur le siège d'Armel qui était assis sur le siège de Gaston. Voilà. Ce sont des anecdotes, mais il y a une continuité quand même qui se fait dans la transmission et puis dans la place du Picard dans la vie de l'ouest du département de la Somme, à travers ce type d'exemple et bien d'autres. Je ne vous parle pas plus longtemps d'Armel de Poilly parce qu'on va y revenir, mais sans Armel de Poilly, l'œuvre de Gaston Vasseur ne serait pas connue, ne serait pas diffusée comme elle l'est aujourd'hui, puisque Gaston lui avait fait promettre deux choses. Enfin, j'y étais pas, hein, mais il avait fait promettre à Armel de continuer à tenir une chronique dans les hebdomadaires du Vimeux, dont je vais bientôt vous parler, et puis de continuer les réunions, les séances, ça s'appelle comme ça, des picardisans du Pontieux et du Vimeux. Ce qu'Armel a tenu vraiment à faire dès 1971, avec beaucoup de douleur, parce que son grand ami Gaston venait de disparaître à 67 ans. Armel était l'aîné de Gaston Vasseur, était né en 1901. Et donc, c'est quelque chose qui lui a beaucoup coûté, mais il l'a fait vraiment tout en mémoire de Gaston. Et je ne sais pas combien de fois il a pu me le dire et le dire publiquement. Alors, on va regarder la bibliographie de Picarde de Gaston Vasseur, sachant que sa bibliographie complète est impressionnante. Elle est publiée dans ce bulletin de 1971 de la Société d'émulation d'Abbeville. J'étais pour vous la recopier, mais il y en a 8 pages. Quoi. Enfin, je dis non, bon, en plus, c'est de l'histoire locale. Si ça vous passionne, vous chercherez les travaux de 71 publiés en juin 72 de la Société d'émulation d'Abbeville. Mais par contre, vous aurez quand même l'intégralité de sa bibliographie en picard. Et dans ce journal, là où j'ai mis un index, il y a une biographie assez longue de Gaston Vasseur. Je vous en ai fait un résumé que je vous diffuserai. Alors, la biblio, oui, c'est ça, de Gaston Vasseur. Voilà. Alors, je vais vous la mettre en partage également. Comme ça me permettra de boire un coup sans que vous me voyez. Voilà. Et puis là, ça, si je le mets en plus grand. Alors, ça ne veut point, mais ça va venir. Alors, attends un peu. Non, je ne sais rien. C'est bio la technique, mais bon, ça donne du mot. Voilà. Est-ce que vous avez le mot littérature picarde tout en haut qui est bien affiché? C'est bon pour tout le monde? Alors, littérature picarde. Comment? Oui, c'est plus petit. On n'arrive pas à voir l'image complète. On a l'image, mais c'est qu'un tiers de l'écran, quoi. Bon, voilà. Là, hop, comme ça. Je fais de mon mieux, mais tu sais, c'est voilà, comme ça, je l'ai agrandi. Vous n'avez pas les images, mais je vous l'ai agrandi. Je vous passerai. On fait la liste, et puis, parce que vous l'aurez, mais comme ça. Bon, je suis vieux sérieux, c'est un texte dont on va reparler. Je ne vous en dis pas plus. Il a été publié à l'écrit en 1944, mais on en reparle tout de suite après. Jean de Nours, c'est un ouvrage qui a été réédité par Schlancheron. Vous l'avez là en vert, là sur la droite. Qui a été réédité. C'est un conte à la manière un petit peu de Gargantua, si vous voulez. On en reparlera un petit peu. Le Sermon de Messire Grégoire, c'est un texte très bref qui a été publié à Rue, à l'imprimerie du Marcanter, chez Dumont, qui était un ami de Gaston Vasseur. Les vieilles souvenances, ah ben, je m'étoque quand même. Je ne sais pas rien. Les vieilles souvenances, voilà, vous l'avez là en jaune au milieu, et ensuite vous avez les vieilles fables. Gaston Vasseur et son ami Jean Sgard. Alors les abonnés à Chancheron le savent, parce que là, il y a une exposition sur Jean Sgard, qui était un graveur et dinandier abbvillois, qui s'est terminée, cette exposition, la fin mars à Abbeville. Et en collaboration avec Patrick Absalon, le conservateur du musée, j'ai commis donc un certain nombre de textes autour de gravures de Jean Sgard. Eh bien, inversement, dans les années 50, au début des années 50, Jean Sgard avait commis, lui, des gravures pour illustrer les textes de Gaston Vasseur en picard ou en français. Il y a 3 livres
vieilles fables, vieilles souvenances qui sont en picard, un troisième qui est vieilles chansons, sont des chansons anciennes retrouvées par Gaston Vasseur ou d'autres, et donc qui sont en français. Et puis il y en a eu un quatrième qui sont des fabliaux qui n'ont pas été édités du vivant de Gaston Vasseur, on les verra tout à l'heure. Les contes d'une grand-mère, qui est un petit livre qui est enfin, ils sont agréables à lire. Là, on est dans la prose, et donc qui a été publié par l'imprimerie, bon, l'imprimerie La Fosse, mais par Duclerc, qui était le libraire de la place d'Abbeville, comme Histoire du vieux temps, publié donc 3 ans plus tard, en 66 et 69. On est au moment de la création des Picardisans du Vimeux. Et puis, post-mortem, les vieux fabliaux qui sont donc publiés les uns après les autres à l'initiative de Jean Vasseur. Jean Vasseur, le fils, ça s'écrit comme Jeanne d'Arc, J-E-H-A-N. Hein, je vous dis, c'est une fantaisie de Gaston. Il a souhaité que son fils s'appelle Jean avec un H, ce qui a emmerdé Jean Vasseur jusqu'à la fin de sa vie. Je dis, il ne me l'a jamais dit autrement. Il m'a dit, oh, mon père, il m'en a mis une bonne. Hein. Mais bon, c'était l'idée du père. Et donc, Jean Vasseur a publié Les Vieux Fabliaux dans un des bulletins de la Société de linguistique picarde 6 mois après le décès de son père. Il a été publié à ce niveau-là. Et puis, il y aura les lettres à ma cousin Poulite, qui vont, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui vont commencer à s'écrire en 1938 dans la presse hebdomadaire du Vimeux, notamment Brel et Vimeuse, devenu maintenant l'éclaireur du Vimeux, et puis le journal de la Brel, et puis qui est publié à Gamache, c'est amusant à vous dire là tout de suite, donc c'était des journaux au plomb, hein, des hebdomadaires au plomb, et le typographe qui met les textes en page dans le journal du Vimeux, et de Buny-les-Gamaches, il s'appelle Norbert Bardou et il possédait un excellent picard. Norbert, il fréquentait les picardisans sur la fin de sa vie et il a écrit en picard. Voilà. Et donc, il a passé sa vie à lire tous les articles de Gaston Vasseur, semaine après semaine. Il va mourir tout vivant. Bon, donc, on a donc une première lettre le 3 décembre 1938. La dernière, elle est post-mortem. Elle a été écrite par Gaston Vasseur avant son décès. Il savait qu'il était, à la fin de sa vie, était très malade. Et puis, il y a une petite interruption pendant la guerre du fait de l'occupation allemande, mais dès que la libération arrive, et qu'il y a du papier, et qu'il y a des journaux, et que ces journaux ne sont pas interdits pour raison de collaboration, par exemple, ce qui est quand même arrivé, les lettres à ma cousin Polyte reprennent et les textes sont beaucoup plus brefs. Donc, ça s'appelle des cartes à ma cousin Polyte, à ce moment-là, comme une carte postale. Et donc, au total, il y aura 1417 chroniques hebdomadaires que Jean Vasseur a saisies sur ordinateur et a publiées en 2002. Voilà, donc ça, c'est ça. On va revenir, hein, parce que je vais vous montrer, là, je vous laisse lire en même temps. Et sur la dialectologie, et donc là, on a tout un travail qui se publie après-guerre, bien que les notes aient commencé avant-guerre, hein, quand je vous l'ai dit tout à l'heure. Il avait toujours un bout de papier, un carnet dans sa poche, sur sa table de nuit, tout le temps, il écrivait tout le temps. Moi, sa femme, Edith, sa belle-fille, Claude, m'ont témoigné qu'on ne pouvait pas faire un repas de famille. Il était tout le temps en train d'écrire. Enfin, il n'était pas forcément très agréable en famille. Il était toujours en train d'écrire quelque chose, une note, il entendait quelque chose, il notait tout, que ce soit de l'histoire locale ou que ce soit du Picard. Alors, le blason populaire du Vimeux, vous savez, c'est chez Fille de Tambron, le Cmise, il passe le Cotron, enfin, ce sont des histoires comme ça. Et donc, il a rassemblé ça en 1945 au Courrier Picard, qui était le tout jeune Courrier Picard d'après-guerre. Hein. Il a publié le glossaire Picard du Pontieux et du Vimeux de Grard, qui est du 19e siècle. Des conseils aux patoisans, alors ça, on va y venir, c'est sur l'orthographe, ce fut une bataille homérique qui laisse encore des traces. Le lexique serrurier du Vimeux, le lexique picard du Tisserand, c'est un tout petit ouvrage par rapport au précédent. Les noms de lieux, donc la toponymie, la linguistique des enseignes abbevilloises, donc là c'est au fil des rues. Le normano-picard, savoir quand même que le Vimeux touche à la Normandie de manière intriquée et que
Un autre lien avec la Normandie pour les Vimosiens, c'est Guillaume le Conquérant qui est parti de Dives, des rives de la Dive, certes, mais qui est surtout parti de Saint-Valery-sur-Somme et qui a reconstitué sa flotte à Saint-Valery et avec des Picards et des Normands pour aller donc en 1066 conquérir le trône d'Angleterre. Donc, beaucoup de liens avec la Normandie et Gaston Vasseur y était particulièrement sensible, a fait pas mal de travaux là-dessus. Les noms d'oiseaux, le lexique du tourbier, la tourbe, c'est dans toute la vallée de la Somme, c'est notre charbon de terre, notre charbon de marais, c'était. Le dictionnaire des parlers du Picard du Vimeux que je vous présente après, que j'ai contribué à faire rééditer en 1998, 35 ans après sa première publication en 1963, dans une version augmentée que certains connaissent peut-être, avec cette couverture bleue. La couverture d'origine, elle est là sur la gauche. Donc, c'est l'ouvrage fondamental qui permet quand même à beaucoup de jeunes locuteurs de comprendre et de s'approprier le Picard de l'ouest de la Somme et au-delà. Des lexiques de métier comme le lexique du vannier, le lexique du fondeur malléable. La fonte malléable, c'est cette fonte qui permet de mouler ensuite des objets comme les clés, des choses comme ça. Le lexique du cordier, on faisait encore des cordes, maintenant on en fait encore, mais de manière tout à fait folklorique, ou bien alors il faut aller en puiser pour voir au château de Guédelon comment on fabrique des cordes. Le lexique du patinier, le patin, c'est la galoche en fait. Hein. C'est le lexique du patinier qui était installé à Arrée. Je n'ai pas connu ce patinier, mais j'ai connu sa veuve, hein, ce monsieur, qui lui a donné donc son vocabulaire technique. Les noms de baptême de personnes qui ont des traits picardisants, hein, des fois, hein, des liens avec la langue. Le vocabulaire de Bélancourt, qui est un petit village à l'entrée d'Abbeville, aux portes d'Abbeville, côté Pontieux. Et alors, l'orthographe picarde en 1968, avec donc publié chez La Fosse dans un petit fascicule, et deux autres publications dans les bulletins de la Société de linguistique picarde. J'y reviens tout de suite après vous avoir présenté l'ensemble de cette bibliographie. Le lexique du matelot valéricain, c'est-à-dire en fait le pays de sa femme, Édith, n'était pas une femme de la mer, elle était une femme de la terre, son père était forgeron. Le lexique du clefetier d'Arny, et le suivant, le tailleur de Limes, qu'il va donc commettre avec son grand ami Armel de Poilly. Les termes dialectaux dans les romans de Paul Vimereux qui était donc un instituteur également à l'Enchère, originaire de Montdidier et qui a fini ses jours à Saint-Malo, et qui était un romancier. C'est lui qui a écrit Chute le Huteux en particulier, ou Le Rire du Vilain, et qui est un livre qui est passé à deux doigts d'avoir le prix Goncourt avant-guerre, et qui, même à un doigt, je crois, juste est arrivé deuxième. Et donc, il y a du vocabulaire dans les différents ouvrages de Paul Vimereux qui sont écrits en français, hein, mais il y a du vocabulaire picard. Et puis, la grammaire des parlers picards du Vimeux, qui fait partie de sa thèse, qui a été publiée par donc Jean Vasseur en 1996. Alors, je vous ai promis que donc voilà, l'orthographe picarde, c'est ce petit fascicule. Alors, c'est absolument pas gigantesque, hein, mais c'est une base. Et en fait, c'est l'objet de la réunion des Picardisans, la création des Picardisans en 1967. L'appel qui est paru dans la presse, c'est de réunir des personnes qui savent parler picard et qui veulent l'écrire. Et donc, venez me rejoindre dans la salle de la Société d'émulation. Et puis, on va définir les bases du picard. Les années, on ne va pas faire une heure là-dessus, mais on pourrait, hein. Les années 1960, la fin 50, 1960, il y a un basculement de génération et de méthode. C'est comme ça que je le perçois. Antérieurement, des gens comme Gaston Vasseur, instituteur, non linguiste, taisé malgré tout, hein, quand même, s'autoriser un certain nombre de choses. Et puis, d'un seul coup, ça s'est professionnalisé, ça s'est institutionnalisé, c'est rentré à l'université. Et donc, il y a des jeunes chercheurs
et en particulier à Amiens, René Debry, qui font un travail, et puis qui le confrontent à leurs aînés, comme on le fait dans toute bonne méthode scientifique et puis méthode de transmission des connaissances. Et donc, ils vont s'adresser à Robert Loriot, qui vont s'adresser à des gens qui s'intéressent au domaine linguistique picard, et Dubois, tout ça, et puis qui vont être confrontés à des chercheurs qui n'ont pas forcément suivi le cursus euh, classique, enfin classique au sens d'aller en classe, et qui vont se confronter à des réalités. Et ça ne va pas passer, le courant ne va pas passer. Et ça laisse des traces, mais encore aujourd'hui, 60 ans plus tard. Et donc, René Debry, lui, en 1966, comme ça, s'autorise, attention, je n'ai pas de jugement derrière, il s'autorise à publier l'orthographe picarde. Alors, essai d'orthographe picarde, publié en 1966 à Amiens, au Courrier Picard. C'est pas fait pour plaire à Gaston Vasseur, qui donc en 1968, un an après, même pas 6 mois après la réunion des Picardisans, va donner, lui, ses préceptes. Chacun a ses bonnes raisons, chacun a aurait pu mettre un peu d'eau dans son vin et puis arriver à trouver un compromis entre une écriture, on va dire, phonétique, mais avec une phonétique, des K, des W, des H qui viennent montrer un certain nombre de césures dans les mots, qui n'est pas la phonétique internationale, et puis ceux qui sont tenants d'une écriture du picard proche du français, mais dont la phonétique à la méthode de la phonétique internationale reste descriptible, un peu comme l'a fait Edmond à Saint-Paul ou tout ça. Et donc, là, il y a un hiatus, une guerre Est-Ouest. Et donc, ça laisse des traces parce que Gaston Vasseur va disparaître en 1971. René Debry fera carrière dans les années fin 60, 70, 80 et aura autorité légitimement et sera donc amené à imposer quelque part son point de vue, d'autant plus qu'il est amiénois, qu'il est universitaire et que les temps ont changé. Il y a une petite bascule qui s'est faite à la fin des années 60. Ça n'empêche que les travaux de Gaston Vasseur sont diffusés et sont maintenus par les Picardisans, le groupe qui se réunit tous les mois, qui se réunit toujours tous les mois, le deuxième mercredi du mois depuis ce temps-là. Jean-Pierre Tiberghien, qui est là, vient très régulièrement. Et donc, on avait l'habitude, dans les années 70, d'accueillir les jeunes Picardisans, qui ne sont pas forcément jeunes en âge, qui peuvent être nouveaux, en leur remettant, alors je vais vous montrer le mien, donc là, attention, il faut faire la capture d'écran, en leur remettant le dictionnaire des parlers picards du Vimeux. Donc ça, c'est le mien. Alors, là, pour le coup, vous voyez, c'est une catastrophe. Alors, je vous rassure, j'en ai un deuxième qui est tout neuf, hein, mais celui-là, c'est celui d'usage. Il y a plein de notes dessus. Voilà. Et donc, enfin bon, c'est un bouquin que j'ai lu et relu. C'est le seul dictionnaire que j'ai lu plus de 3 fois. Hein. Je pense même être plus de 5, que je ne mentirais pas. Et donc, c'est là-dedans. On a les mots dans l'ordre alphabétique de l'alphabet français, de l'alphabet tout court. Et puis, on a la prononciation du mot et le mot dans un exemple. Et ce sont ces exemples-là que Gaston Vasseur notait sur des fiches et ils sont notés en orthographe phonétique. Donc, la prononciation et la graphie sont en orthographe phonétique avec une graphie commune. Alors, les fiches, voilà à quoi ça ressemble. Les fiches de Gaston Vasseur, donc il y en a comme ça des quantités. Donc, il notait sur des petits bouts de papier, puis donc là, j'essaie de mettre bien devant l'écran. Et donc voilà, tout ça, c'est écrit de la main de Gaston Vasseur. Il y en a des quantités comme ça. Tout a été recopié, tout a été publié. Voilà. Et donc, ces fiches liées à son dictionnaire qui va paraître en 1963, ça donne ce dictionnaire, donc dans sa réédition qui est ici. L'édition qu'on a donc entreprise avec Jean Vasseur et avec Jean-Pierre Calais qui s'occupe de chez Dizo d'Acheteur, donc je vous ai déjà parlé de Pierre Duquet, donc Jean-Pierre, Jean et puis moi-même, on a travaillé sur le dictionnaire avec un éditeur qui s'appelle CIDES, qui n'existe plus, qui faisait de l'édition historique. Donc, on a fait quelque chose, voilà. Donc, on a fait vraiment un reprint. Mais à la fin, on a tenu, ça, j'avais négocié avec l'éditeur, ils ne sont pas posé de problème, d'une part, à ajouter des compléments d'entrée et des suppléments de définition. Et ça, c'est Jean Vasseur qui y tenait. Et puis, on a
adjoint un index français-picard, puisque le dictionnaire initial était picard-français. Donc là, on a un ouvrage qui est encore plus complet que ce que Gaston Vasseur. Les entrées supplémentaires sont les notes que Gaston a prises entre 63, la publication du livre, et puis son décès, et que Jean avait rangé. Et à ce dictionnaire de son vivant, Gaston Vasseur a publié en 1960 donc les proverbes et dictons, qui est un ouvrage extrêmement précieux. Il en existe beaucoup un petit peu partout dans le domaine linguistique picard, avec des locutions, des expressions. Et puis, Jean Vasseur donc, a conservé la grammaire des parlers picards du Vimeux de son père, qui était inédite et qu'il a donc tenu à saisir et à publier. Donc, c'est paru en 1996, en même temps que la réédition du dictionnaire. Et donc, l'ensemble de l'œuvre linguistique de Gaston Vasseur est publié, est disponible et reste quand même un monument. Il existe ailleurs dans le domaine linguistique picard des dictionnaires avec des grammaires. Hein, c'est pas la seule. Aussi complet que ça, il en existe aussi, mais là, on a vraiment une langue fixée par un auteur qui, par ailleurs, était aussi un picardisant, n'était pas que linguiste. Voilà. Sur cet aspect des choses, c'est un travail, c'est le travail d'une vie, hein, voilà, tout simplement, et tout au long d'une vie, avec une transmission. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous raconter je vous montre les autres lexiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé du lexique du tisserand. Voilà, c'est un petit fascicule. Par contre, le lexique du serrurier sont des lexiques qui sont illustrés avec tout ce qui fait les pièces d'une serrure. Donc ça, c'est son premier lexique donc, du serrurier. Mais il y aura aussi le lexique du cleftier. Alors, d'un côté, on fait les serrures, mais à dernier, on fait les clés. Donc ça, c'est celui avec Armel de Poyer, où il y a également des belles illustrations qui sont dedans, qui sera donc publié en 69. Armel de Poyer était très fier que son ami Gaston Vasseur ait fait la préface de son livre, si vous en souvenez, de son livre Canchon de Nopoyer. Et puis, les petits livres de Gaston Vasseur publiés par l'imprimerie, enfin par la librairie du Clerc à Bulle, voilà. Donc, ce sont des souvenirs, hein, ce sont des choses sans, sans il n'y a pas véritablement si, il y a de la création littéraire en picard, il y a la manière de raconter, mais c'est soit de la tradition, soit du souvenir. C'est même une part de transmission de la tradition orale dans les contes de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'on me racontait du temps de ma grand-mère? Elle est née en 1904, donc sa grand-mère, elle avait au moins 45 ans de moins que lui. Elle est d'avant la guerre de 70. Et puis le conte, ça c'est l'original du conte Jean de l'Ours. Hein, dont j'ai récupéré l'exemplaire, je ne sais plus comment, dédié à Robert Loriot, avec la signature de Gaston Vasseur. Voilà. Donc, je pourrais vous parler de tout ça très longtemps, mais on va l'écouter, Gaston Vasseur, parce qu'on a la chance que Robert Loriot l'a enregistré avec d'autres picardisans dans une série qui était faite pour la Phonothèque nationale. Et donc, l'enregistrement date de 1939. Alors, je vais vous mettre le texte qu'on va... Là, ça va arrêter de sonner, parce que ça m'agace. Mais voilà. Et puis, le texte, voilà. Oh, parce que si ça sonne pendant que... Voilà, je l'agrandis. Donc, c'est un texte qui parle de... On est à Niba, dans la petite enfance de Gaston Vasseur, et on va aller dans une boutique de serrurier. C'est comme ça qu'il va nous emmener. Le picard de Niba, c'est du Vimeux, mais de Niba en particulier, c'est un picard où les verbes, on prend toujours chanter, ça fait canteux. Les O à Niba, il y a deux sortes de O, je ne saurais pas vous les faire. Il y a deux sortes de E, je ne saurais pas vous les faire. Franchement, alors là, il y a canteux et canteux, je ne sais pas. Non, c'est pas dans le même mot, bien sûr, mais une clé et un clou, un cleu et un cleu, pour moi, c'est pareil. Pour eux, c'est pas pareil. Et les O, c'est pareil. Et d'ailleurs, quand ils disent Niba, en picard, on écrit plutôt Nibo. Quand on est à Fressenville, on dit Nibeux. Et eux, ils disent un truc entre deux que je n'arrive pas à prononcer, que je n'ai pas dans l'oreille, je ne l'ai jamais eu. Un grand-père d'Hercourt, c'est pas loin, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas transmis dans les gènes. Donc, il y a ces sons-là. Et puis, il y a une forme phonétique importante sur l'article qui correspond à « la » en français, donc l'article défini féminin singulier, chol
à Abbeville, c'est Scholl ou Scholl. À Amiens, ça sera Elle ou Shell. Dans certains endroits du Pas-de-Calais, ça sera souvent Elle, mais ça peut être Shell également, Scholl. Et puis, eux, c'est Scholl, mais avec une assimilation régressive, c'est-à-dire que le substantif qui suit, par exemple, la porte, bon, ça, je vous ferai un mot qui ne change pas en picard, donc la porte, moi, c'est Scholl-porte ou Scholl-porte, et dans le Vimeux, c'est Chope-porte. Chope-porte. Si je voulais vraiment Chope-porte, voilà, je dirais encore plus. Alors forcément, c'est beaucoup plus fin que ça dans la manière de le dire. Et Gaston Vasseur a également des assimilations sur d'autres mots, ce qui rend, et en particulier l'article possessif, ce qui rend parfois la compréhension, même à l'écrit, pas si évidente que ça, quand on n'y prête pas véritablement attention. Alors, c'est parti avec... Alors, je vous partage l'image. Hop. Voilà. C'est assez grand. C'est bon? Je peux essayer de faire un poil plus grand. Mais j'ai peur que ce soit trop grand, parce qu'on n'a pas tout. Là, je ne peux pas faire mieux que ça. Ça va comme ça? France, ça va? Ouais? Bon, on va l'écouter. C'est de la prose. Hein. Dans la guerre de nos pays, nous avons des serruriers à chaque fois. Et au volet de mille avec nous, au front du autour jusqu'à ce casser là-bas qui donne dessus sur rue. On nous y arrêtons un moment. C'est une boutique de serruriers. Chez du grand-père qu'il est là, chez mon grand-père ami. Il a bientôt 80 ans. Comme Saint-Père, puis même Saint-Théon, il travaille à ce métaux depuis l'âge d'11-12 ans. Il est peut-être élevé depuis son cœur du matin. Au soir, quand on me voit la plus claire, il allumera Saint-Chantier et puis il fera série jusqu'à 8h30, 9h. Instaurons un mollet dans ce boutique. Vache aux pêcheries, vache linglonne, vache l'établi. Chez là que j'étais élevé, monsieur l'établi. Je n'y ai qu'à faire des lames, à ce pauvre homme, des carlettes, des tire-points, des chaudreux, puis des fouérés, donc. Je n'y ai qu'à faire des coups de martiaux sur Saint-Cassius. C'est incroyable. Le vieux serrurier, il est en route à incloisonner une serrure. Je point un au travail. Le patron, il y a bien donné un dessin sur une feuille de papier, mais mon grand-père, il s'est namé. Il a fait à l'école de chez Courjour, je m'arrêtais et faisais ainsi. Seulement, il a tellement l'habitude qu'il montre aux serrures à yeux gouttes, et puis je vous garantis qu'il se trouve pour bien des chairs. Et vendre riveuse cloison, il a pointé puis perché couché trop avec une percherie ou bien un cheron. Acheteur, il va ajuster, et puis tout à l'heure, aux allures vides, il bruchera à grands coups. Chute sous, puis chute tête, tout est poli. Et c'est aussi un mollet, vous bruchez un palace. Au voireux, si vous sentirez vos bras. Aux a bien dire, il faut y être dru. Ah, il a eu bien du mot depuis qu'il est dans le monde, au pauvre me trouver. D'abord, payé au pied de ce métaux. Chez Brick, il faut tel gaz, l'eau qui s'attendit. Ses manches à laine, ils sont usés, l'eau qui met ses peu. Il est tout de travers. Il a un dos comme un lutrin, et puis ses doigts, il a son cœur d'avoir travaillé. C'est un drôle de vie que vous allez me dire. Pas du tout. Avec ses 3 francs par jour, mon grand-père, il a vécu, content comme un roi. Et puis autour, quand venons de faire le ensemble, on ne pourra jamais l'air marcher tout seul. Ces filles serruriers, ils sont morts, le quartier, tout c'est plus, tous les boutiques qui sont fermées pour toujours. Voilà. Donc c'est une voix qui est enregistrée sur des disques, je vous en ai déjà parlé une fois, je crois, sur un disque, monoface, un disque à âme métallique et puis de l'acétate dessus très 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 fragile, qui a été numérisé à la Bibliothèque nationale, puisque c'était la Sonothèque nationale, et dont Jean Vasseur a acquis les droits de diffusion sans limite. Et donc, il y a 2 enregistrements. Il y en a un autre qui s'appelle chez Mouet. Mais on va commencer par celui-ci. Donc, bon, je suis vieux, serrurieux, voilà, dès le premier mot. Le métier, serrurier, ça serait boulanger, c'est pareil, c'est serrurieux, boulanger. Il n'y a pas que les verbes du premier groupe. Hein. Tout ce qui fait « et » a habituellement fait « e » dans Dimeux. Et devant la guerre d'un nos pays, il n'avoue des serrurieux à chaque porte. Inavoue, donc il y avait,
Les sons donc, du passé simple, du passé, sont donc des sons en wo, ne sont pas des sons en oué comme on les a bien souvent dans la Somme, mais dans le Pas-de-Calais, on a aussi des sons en haut, hein, inavo, hein, voilà, iavo, inavo. Donc il y a aussi là une liaison des mots les uns avec les autres, avec une souplesse dans la diction. Les mots ne sont pas distincts. À l'oral, quand on ne connaît pas, c'est compliqué. Si on veut venir avec mi, il n'y a même pas le C à la fin d'avec, hein, c'est avemi. Si on veut venir avemi, les mots sont vraiment très liés. Offrons un pio tour. Pio, c'est le mot du vimeux pour dire tcho. Quasiment partout ailleurs, on va dire tcho ou ptio. Pio, c'est dans le vimeux, un pio, un piot. C'est pas un pio, un piot, hein, c'est un pio, un piot. Un tcho, un tchot, mais non, un pio, un piot. Un pio tour, donc un petit tour avec moi. Jusqu'à ch'kassi. Le châssis, c'est le châssis de la fenêtre d'un atelier, donc c'est une fenêtre à petits carreaux. Châssis, labo qui donne rue. Donc là, on a vraiment le phénomène que je vous décrivais tout à l'heure de l'article féminin avec l'assimilation. Derrière, c'est une rue, donc il y a une assimilation du R. Donc ce n'est pas Chol-rue, c'est Chor-rue. Et si vous avez entendu tout à l'heure, il roule beaucoup les R, comme le faisait mon grand-père et bien d'autres gens de cette génération. Au nous y arrêterons à un moment. Chez un boutique, chez un boutique. Hein, là, on est dans le vimeux serrurier. Dans le reste du vimeux, ça sera plutôt N, mais là, c'est un. Une boutique, ce n'est pas un magasin. Hein, une boutique, c'est un atelier. Un atelier de serrurier. Chu vieux grand-père qu'il est l'eau. Chu, article masculin. Proche dans la sonorité, proche du normand. Il a tendance à se répandre dans la littérature contemporaine. Il était assez rare du vivant de Gaston Vasseur, sauf dans le Vimeux, où il venait en appui. On pourrait très bien dire « ai-je vu grand-père » ? « Je suis vu grand-père » qu'il est l'eau, qui est ici, chez ma grand-père ami. Ça, c'est typique du Picard, c'est mon grand-père à moi. Mon grand-père, tout simplement. Il a bientôt 80 ans, hein, il fait la liaison. Comme Saint-Père et puis même Saint-Théon. Dans la miennois, ça serait Saint-Tarion ou Saint-Taon, et donc Saint-Théon. Donc son Théon, dans le Vimeux, c'est son ancêtre. Il y a la hiérarchie des ascendants, c'est ma père, ma grand-père, mon arrière-grand-père, ma Théon. Hein, l'aïeul, il se situe à ce niveau-là. Dans la miennois, il y a une case en moins. C'est ma père, ma grand-père, ma taillon, ma rataillon. Voilà, donc c'est le Vimeux, ça ne fonctionne pas exactement pareil. Donc là, on est sur un aïeul. Il travaille à Sneto depuis l'âge d'11-12 ans. Effectivement, on commençait à travailler avant les lois sociales autour de, voire même des fois 8 ans, puis ensuite 10 ans. Il parle bien de son grand-père. Il est peut-être élevé, donc avec des « et » ouverts à la fin. Hein, c'est assez constant dans le Picard, surtout de l'ouest de la Somme. Et puis Chonqueur, 5 heures du matin, c'est le chon qui est partout en Picardie. Au soir, quand on ne verra plus clair, hein, bon, il a le mro Saint-Chinché, sa petite lampe à huile, et puis il fera série, faire série, c'est pas faire l'acception contemporaine, c'est dire faire un spectacle ou faire une remise des prix chez Jules Verne, on fait série. Faire série, c'est continuer à travailler au soir, à la chaleur et à la lueur de la cheminée, et on fait donc sa deuxième journée de travail. Un faire série, c'est travailler. Ça peut être aussi en racontant des histoires, en racontant sa journée. Mais ça n'est pas un moment de loisir comme ça l'est devenu dans notre acception. Moi-même, quand je dis on fait série, ça veut dire que je prends ma guitare. Mais pour vous dire qu'il ne faut pas faire trop de contresens. Donc jusqu'à 8h30, 9h à l'heure solaire. Hein. Un tronc, un mollet dans ce boutique, donc rentrons dans son atelier, va shop percherie, donc on a l'assimilation. La percherie, c'est cet outil, vous en aurez une image, un dessin. Donc c'est une perceuse verticale qui sert à faire des trous vraiment très perpendiculaires à la pièce métallique qu'on travaille. Vache linglum, donc l'enclume, vache l'établi. Chez l'autre, j'étais alvé, tu l'établi. Bah oui, quand il était petit, son grand-père l'asseyait sur l'établi pour qu'il ne touche pas trop à des outils coupants tranchants, et c'est là qu'il a été élevé. J'ai nieti cassé des lames, avec une nasalisation assez forte hein, sur l'âme. H pauvre homme. Des kerlettes, des tire-points, des tchedros, puis des fouérés. Alors, des
kerlettes, c'est des lames à section carrée, des tire-points, c'est une autre forme de lime, une lime à section carrée, une autre forme de lime pointue, et des chaudreaux sont des limes rondes. Donc, il y a tout un vocabulaire technique. Quand on dit que le picard, ah bah oui, c'est beau, c'est une langue pour parler des fleurs, du printemps et puis des oiseaux, non, c'est aussi une langue très technique. Hein. Dans la mine de charbon, on a un vocabulaire très, très technique. Dans la charrue, on a un vocabulaire très technique. Non, on peut dire tout en picard. Hein, et puis des fourrés, bon, ça, ce sont donc des forêts pour adapter justement à Chaud-Percherie. Entendu, j'ai dit Cholle-Percherie, je n'ai pas dit Chope-Percherie, hein, je ne suis pas du Limoux. Je n'étais tapé des coups de martieux sur un tassieux, donc taper des coups de marteau sur son tasseau, qui est une petite partie de l'enclume métallique. Est incroyable, pas incroyable. Un miennois, ça serait incroyable. Là, on a incroyable. Vieux serrurieux, vous voyez, tout à l'heure, c'était chu-vieux, là, c'est je-vieux. Le vieux serrurieux, il est en route à encloisonner une serrure. Donc là, il est en route à assembler de manière définitive, mettre encloisonné, mettre à l'intérieur toutes les pièces de la serrure. C'est un travail à domicile qui est donc commandé par une usine qui fournit les pièces et on est payé à la pièce produite. Et toutes les semaines ou tous les 15 jours, on va mener sa production pour avoir son salaire. Et on récupère des pièces à assembler ensuite. Je ne sais pas un pio travail, non, parce que c'est un travail de précision, un travail quasiment d'horlogerie. Le patron, il y a donné un dessin sur une feuille, donc il va donner le plan de construction. C'est une feuille de papier. Mais grand-père, il sait un nan B. Nan B, en fait, c'est ni A ni B. Et ce I là qui vient, qu'on avait déjà au Moyen-Âge, nan B, INSEE nan B, c'est vraiment dans le Vimeux, ça s'entend encore, hein, cette manière de double négation. Il a été à l'école d'un chez court-jour, donc l'hiver, hein, les jours, quand les jours sont courts. Le schmarister, il fait zo sa cite, c'est une expression très connue. Je vous disais tout à l'heure que Gaston Vasseur a donc publié des proverbes et dictons du Vimeux. Il en fait un grand, grand usage dans sa production personnelle. Il y fait souvent, souvent référence. Seulement, il a tellement l'habitude, grand-père, qu'il montre aux serrures à yeux gouttes, donc à l'aveuglette. Hein, à yeux gouttes, quand on ne voit guère, on ne voit qu'un tout petit peu avec ses yeux. Et je vous garantis qu'à ce bien découvert des chairs, qu'à ce bien, quelle serait encore. Vous voyez, même là, il y a une assimilation sur l'article, pas l'article, le pronom de la troisième personne, alsro, ça devient asro, bien d'équerre. Il y a des choses très similaires dans parler de Berck. Et devant de riveuse cloison, donc avant de river le cloison, donc la cloison en français, mais la cloison c'est un mur en français, là c'est le cloison, c'est donc une pièce métallique plate où il y a généralement 4 ou 5 trous de vis et on va de river en l'occurrence, et on va le river sur la partie qu'on vient d'encloisonner. Hein, donc c'est là, c'est ce qui définit. Ce sont des grosses serrures, ce sont ces serrures de portes anciennes maintenant. Hein. Donc grand-père, avant de river cloison, il a pointé puis perché tout chez eux avec un perché ou bien cincheron. Donc on pointe, mes grands-parents faisaient ça aussi, enfin je le fais aussi d'ailleurs, on marque d'un petit trou l'endroit où on veut véritablement que le rivet ou que la vis ou la vis parquet vienne prendre sa place ou le forer. Alors la percherie, on l'a vu tout à l'heure, c'est donc cet outil d'atelier. Le cheron, c'est un outil manuel, entièrement manuel. Il n'y a pas de mécanique dedans. En fait, c'est un archeron. Je vais arrêter de partager pour vous faire le geste. Donc, on a un archer avec une corde qui est tendue. J'en possède pas. Et la corde passe autour d'une bobine. Et la bobine tient un foret. Et ce foret, donc, on va l'actionner comme ça. Et il est posé sur le ventre. Là, il y a une pièce de bois. Une pièce de bois. Et c'est un travail absolument de force et de précision. C'est un travail très, très... Je l'ai vu faire une fois. C'est impressionnant. Je suis incapable de faire ça. Il faut un entraînement phénoménal. Il faut une bonne musculature et des abdos. Il faut avoir un petit peu tout. On va retourner sur le texte.
Donc, c'est un archeron. Hein. Il y a aussi des archerons sur des semoirs agricoles pour les semeurs qui marchaient, pour que les graines partent au loin, comme ça, avec les mouvements de l'archer. Pour la distribution, hein, c'est une espèce de ventilateur. Acheteur, il va ajuster, et puis tout à l'heure, aux allevires, il bruchera à grand coup, donc il brossera. On brosse parce que il faut que la pièce finie, elle soit dérouillée, elle soit donc polie et qu'elle soit brillante, hein, qu'elle soit en très bel état. Puis après, elle sera un peu graissée pour pas qu'elle rerouille. Chute-sous et puis tête, tout est poli. Donc, on ne fait pas que la partie visible, on fait le dessous et la tête également. Tête, hein, encore l'assimilation. Essayez-y un mollet, vous de brucheux, un palate. Donc, essayez à votre tour de brosser un palate. Alors, le palate, c'est la partie, quand vous avez une serrure, vous tournez la clé, et là, vous avez une partie qui sort. Et ben, elle sort du palate. Le palate, c'est cette pièce qui est verticale quand la serrure est posée. Et c'est vrai qu'elle n'est pas épaisse, ce n'est pas si facile que ça, certainement, à brosser. Parce que ce sont des brosses en ferraille, hein, c'est de la métallurgie, tout ça. Au vouéreux, si vous sentirez vos bros, hein, vous sentirez votre fatigue dans les bras. Aux abiodires, il faut y être d'huile. Y être d'huile, c'est y être habitué. Hein. Il y a beaucoup de... Donc là, c'est le radical, le verbe duire, qui va donner conduire, etc. Donc là, c'est d'huile, c'est être d'huile, c'est être habitué. Ah, il a eu bien du mot, et depuis qu'il est dans le monde, au pauvre me cruer. Donc, mon grand-père, donc il a eu du mal depuis qu'il est au monde. Puis en gros, comme il travaille depuis ses 10 ans, ça doit faire un moment qu'il travaille. D'abord, RBE, donc là, le verbe n'est pas conjugué, hein, c'est un impératif, enfin, est conjugué, c'est pas un infinitif, c'est un impératif. RBE, regardez, au pied des sneto, chez Brick, il faut tel gâte l'eau qui s'attempit. Donc, le sol de l'atelier est en briques et les briques sont donc usées. Et là où grand-père s'attempit, donc se tient debout derrière l'étau, et ça fait Hulgat, c'est-à-dire que ça fait une petite cuvette, ou bien une forme d'assiette, si vous voulez. Donc, les briques, le sol est usé à force que l'ouvrier se tienne toujours debout à la même place. Ces manches à lame, ils sont usés. Alors, on dit un manche, hein, en picard, on ne dit pas une manche, hein, mais bon, ça ne se voit pas là, mais je vous le dis en passant. Ces manches à lame, ils sont usés, l'eau qui met c'est peu, c'est-à-dire que le manche en bois garde la trace du pouce en particulier de l'ouvrier. Si vous allez un jour à Troyes au musée de l'outil et de la pensée ouvrière, vous verrez notamment des limes, vous verrez beaucoup d'outils dont la main de l'ouvrier l'outil emporte encore l'empreinte. Il est tout de travers, grand-père. Il a un dos comme un lutrin, donc là, c'est une allusion à l'église, bien sûr. Et puis ses doigts, donc c'est doué, ses doigts en français, ils sont tordus d'avoir travaillé, à force d'avoir travaillé. Hein, il s'est déformé la main à force de travailler. C'est une drôle de vie qu'ose allez me dire. Hein, donc c'est une drôle de vie. Pas du tout. Avec c'est 3 francs par jour. Trop, hein, on est toujours dans le vimeux avec des sons en wo, comme on avait tout à l'heure, inavo, là on a trop. C'est que c'est 3 francs par jour. Ma grand-père, il avait tué content comme un roué. Il aurait presque pu dire un roué. Hein, ça se dit aussi dans certains villages du monde. Il a dit un roué. Le tour qu'on venait de faire l'eau ensemble, donc le petit tour qu'on a fait ensemble, on ne pourra jamais l'erquer-mancheux. L'erquer-mancheux, on pourrait dire votre père, ou l'erquer-mancheux, lui, c'est l'erquer-mancheux tout seul. Vous ne pourrez plus le faire tout seul. Chez Vieux Serrurieux, ils sont morts. Le cassis, ils ne soufflent plus, donc leur fenêtre à petits carreaux ne souffle plus. Et puis le boutique, ils sont formés pour toujours. Alors on a, en fait, dans cette conclusion de Gaston Vasseur, on a son côté nostalgique et pessimiste. Gaston Vasseur était quelqu'un, j'en ai eu plusieurs témoignages directs, qui était persuadé qu'après lui, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus de Picard, il n'y aurait plus de serrurier. Là, voilà, un monde était fini et on ne parlerait plus Picard et il n'y aurait plus de production Picard. Bon, alors, il a tout fait pour avoir tort, donc tant mieux, il a tort. Il s'est donné tort lui-même, il nous a donné les outils pour continuer et à produire et à travailler la langue. Mais il y a beaucoup de textes comme ça chez lui qui sont au mieux nostalgiques et le plus souvent assez pessimistes. Alors, je continue parce que je vois que l'heure tourne, il nous reste une demi-heure.
On ne fera pas tout une fois de plus, mais bon, c'est comme ça. C'est la règle du jeu. Je vais vous passer, donc je vais vous parler des lettres à ma cousin Polyte. Puis je vais vous en lire une seule, comme ça on pourra lire autre chose après. Alors là, j'essaye d'envoyer le truc là-bas. Voilà. Alors les lettres à ma cousin Polyte, il est lourd. Voilà. Le bouquin, c'est ça. C'est épais comme ça. C'est 900 pages, 900 même 940 des brouettes. Si vous le trouvez un jour, essayez de vous procurer avec l'encart qui est dedans, parce que Jean Vasseur n'a pas voulu que ce soit relié avec. Et donc ça, ce sont des lettres, des chroniques, il y en a très peu, que Gaston Vasseur a fait publier dans le journal d'Abbeville, qui s'appelle comme ça aujourd'hui, qui s'appelle le journal d'Abbeville, qui s'appelait Abbeville Libre à ce moment-là, qui s'appelle Un revenant d'El Bouvac. Le Bouvac, c'est le quartier où j'ai été élevé à Ville. J'y suis pour rien, mais c'est comme ça. Et puis, voilà. Et là, vous avez l'illustration qui est due à Jacques Leboeuf, qui est le créateur en bande dessinée du personnage de Jacques Croix-Dur et puis de Madelon et de Trinquefort. Et donc, qui était illustrateur dans les journaux de Gamache. Donc là, vous avez dedans toutes les lettres à ma cousin Polyte dans l'ordre chronologique, la plupart du temps avec des notes de bas de page qui permettent de préciser les événements, parce que c'est calqué sur l'actualité, les textes de Gaston Vasseur. Donc, si on vous parle de Paul Reynaud, on peut toujours aller voir sur Wikipédia, mais bon, je veux dire, quand on lit le livre, c'est des fois plus pratique quand même d'avoir la note en dessous, et puis de certains événements historiques, ou bien des rubriques de chiens écrasés, des faits divers. C'est ce qu'on va en voir un là comme ça, auquel on peut se rattacher à rien. Et donc, Jean Vasseur, en éditant les lettres de son père, tous les jours, Jean saisissait 2 lettres de son père. Donc, il y en avait 1200, il y en a eu pour 2 ans, et puis, ou 4 ans même peut-être. Et puis, il a cherché des références pour rendre le livre intelligent. Je vous rappelle, il était PEGC d'Histoire Géo, donc il a quand même une certaine formation à ce niveau-là. Donc, ce livre, en fait, constitue aujourd'hui le plus gros livre de Picard édité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui sont en plusieurs volumes, mais celui-là, 950 pages de littérature picarde, avec une littérature qui va, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de 1938 à 1971, une chronique hebdomadaire qui n'a été interrompue que par la guerre. C'est un ouvrage sans comparaison, sauf la chronique actuelle de Jacques Dulphy, Jdur et Pichemot dans le Courrier Picard, qui est édité par différents volumes. Le volume 6 étant apparaître en fin d'année, mais on en parlera un autre jour. Donc, je vais vous lire une lettre. Bon, j'en ai choisi 2. Je vais vous lire la deuxième, datée du 17 juin 1939. C'est celle du bas qui commence voilà, ici. C'est celle que je surligne un petit peu. Vous lirez l'autre au-dessus, c'est pour fêter les 50 ans d'Adolf Hitler. Bon, tout y passe, tout y passe. Les yéyés y passent, tout le monde y passe, il y a de tout. Mais bon. Et donc, voilà une histoire qui se passe à Abbeville, donc, et qui est datée du 17 juin 1939. Vendredi passé, chez juge d'Abbeville, il dit et il écrit Abbeville, il ne dit pas Addeville. Ça m'a toujours surpris parce que j'ai toujours entendu dire Addeville, même Agueville, mais lui, c'est toujours Abbeville. Et des fois, il met l'apostrophe, des fois, il met pas. Vendredi passé, chez juge d'Abbeville, ils l'ont condamné à 15 jours et de boîte, un parfum parce qu'à l'avo Yosuo. Donc, 15 jours et de boîte, c'est 15 jours de prison, est un boîte. Chez elle, il n'a qu'à tant qu'elle a voulu se rincher tuette avec de Dieu bénit d'un l'église et de Saint-Vulfranc. Alors, l'église Saint-Vulfranc, c'est la collégiale d'Abbeville, que certains appellent côté cathédrale. Et puis, se rincheuse tuette, c'est-à-dire, en fait, le tuette, c'est la nuque, on l'a déjà vu, donc avec de l'eau bénite. Donc, voilà, quand même déjà quelqu'un d'un peu particulier. Quand chez gendarme, ils l'ont pour elle faire sortir et puis le mettre à l'ombre, elle s'est débattue comme un diable d'un bénitieux. Et puis, je t'ai garanti qu'elle n'a pas été tout drôle. Il a reçu plus d'une plamuse sur le bout de le nœud. Pour faire des coups comme eux, il faut être ce, tu vas me dire. Ah, bien sûr, il faut être ce, plus bouillé, et eau est attendu. Alors, donc, cette dame, bon, elle est alpaguée par la gendarmerie. Vous remarquerez que sur la troisième personne des pluriels,
pas des articles, des sujets. Donc lui, il ne met pas ison, il met il. C'est le vimeux. Hein. Le vimeux central, c'est ils l'ont condamné. On l'a plusieurs fois dans le texte. Un ils l'ont pourrait le faire sortir. Et moi, ce serait ison. Et donc, cette dame se débat comme un diable d'un bénitieux. Bon, ça se passe dans une collégiale. Et puis, ils ont reçu une plamuse. Une plamuse, c'est une claque. Hein. C'est un mac, on dit quoi, ou quand on est bon chez gens. Il y a du vocabulaire. Pour faire des coups, il faut être seux. Donc, il faut être sous. Hein, il faut être alcoolisé, pour bien me faire comprendre. Ah, bien sûr, il faut être plus bouillé, eau est interdit, donc il faut être plus. Là, c'est un jeu de mots picard sur un ratro, sur une expression. Il faut être plus sous que bouillé, ça ne veut rien dire. C'est en fait, il faut être plus sol, l'arbre, que le bouillé, le boulot. Il faut être plus sol que boulot. Un jeu de mots qui ne marche pas du tout en français, mais en picard, ça peut fonctionner, puisque être ce, ça peut être à la fois être sous, alcoolisé, ou être un arbre, un sol. Je m'étoque. Et donc, elle trinte de moi à 8 heures du matin, à la voix couerceau sans doute. Elle a rentré dans un café et puis elle demande une bistouille au rhum. Elle lava les vitesses sans s'éteindre en eux, un passage tout beau à Pérel. Donc, elle a soif, elle rentre dans un café à 8 heures du matin. Et puis, elle demande une bistouille au rhum. C'est assez fréquent. Hein. Les bistouilles au calva, c'était moins fréquent qu'au rhum. Elle lava la vitesse sans s'éteindre en eux. Je fais le contraire, je suis en route à mettre en eux. Un passant tout beau à Pérel. Et remercions Saint-Grégoire et nous avoir donné un si bon avaloir. C'est un ratro, c'est une expression picarde. Elle fait partie des dictons rassemblés par Gaston Vasseur dans son ouvrage des proverbes. Et donc, c'est tout, c'est un jeu de mots. Hein. Saint-Grégoire, un si bon avaloir, il y en a des quantités comme ça. Et il les replace, c'est la deuxième expression qu'il replace dans son texte. Mais au moment de Pouilleux, c'est 50 chansons. Alors, tout à l'heure, dans le premier texte, on avait chonc, là on a chonc, c'est 5, hein, 55 sous. Elle s'aperçut qu'elle n'a plus un radis de suel. Alors, que Shop Patron, elle les dispute, Shop Patron, on retrouve l'assimilation ici. Comme Shop Patron, elle les dispute, elle attrape un verre et puis elle les jette à terre et de colère. Comme est-ce verre, il n'est au point caoutchouc et il n'a pas rebondi. Bon, une manière euphémiste pour dire qu'il a cassé. Chez Pourreau, qu'on y a donné 15 jours. 15 jours de boîte, hein, 15 jours de tôle, comme il l'a dit au début. Espérons qu'après, elle sera plus riche. Elle sera plus riche. Il y a une assimilation aussi. Son fils, Jean Vasseur, en faisait également. Qu'elle ne sera plus jamais essouélée, donc elle ne sera plus jamais assoiffée, et puis que il sera raccommodé. Bon, verre en verre, ça m'étonnerait. Atnidé, Polyte, puisqu'il s'adresse toujours à son cousin, hein, c'est Robert Mononcle, son surpiqué, qui s'adresse donc à son cousin Polyte. Atnidé, Polyte, quoi qu'approuve et l'histoire l'eau. Ah tiens, il manque à ça, c'est ça. Bon, j'essaierai de corriger. Bemi, et je dis qu'approuve qu'on ne peut pas pigner un diable qui n'a pas d'aigle, et puis quant aux assauts, à moins d'être un chameux, il faut boire malgré tout. Donc on ne peut pas taper sur un diable qui n'a pas de cheveux. C'est une expression picarde également. Et puis quant aux assauts, il faut boire malgré tout. Donc, quand on a soif, il faut boire. Donc, il ne donne pas tort à celle qui a bu. D'abord, a toujours été commode depuis que le monde, il est monde. Et je sais bien que chez Juge, ils diront peut-être qu'il y a des bornes et fontaines. Donc, il y avait encore des fontaines publiques dans les rues d'Abbeville. Il y en a eu jusqu'à la fin des années 60. Donc, elle aurait pu aller boire un coup ailleurs. Oui, mais au pourroi, le répondre et que chez Juge, et que Doyeux, elle ne veut rien d'un des galoches, a plus forte raison d'un spanche. Donc, autre expression picarde, autre ratro, et là, celui-là qui est encore souvent dit, bien qu'il n'y ait plus de galoche, Doyeux, elle ne veut rien d'un des galoches, parce que les galoches, c'est en bois. Si le bois prend l'eau, les galoches, elles ne valent plus rien. Donc, si ça ne vaut rien d'un chez galoche, a plus forte raison d'un spanche. Donc, voilà, boire de l'eau, c'est mauvais pour la santé. C'est un précepte qui a maintenu le cidre, le vin, le poiré, les freinettes, c'était des boissons dites hygiéniques. Hein. On m'a encore enseigné ça.
Et donc, bien entendu, on a un peu changé de registre à ce niveau-là, mais l'eau n'était pas forcément une eau potable à toutes les fontaines ou dans toutes les cuves, les mares ou les citernes qu'il pouvait y avoir. N'est-il pas vrai, Hippolyte? Voilà, donc il prend son cousin à témoin pour, pour ce monologue. Hein. Ce sont toujours des monologues. C'est excessivement rare qu'il y ait des dialogues. Tiens, j'ai de la famille qui arrive. Voilà. Ah non, mais je travaille, j'en ai encore pour une petite demi-heure. Allez, je t'appellerai. Alors, je vais vous montrer quelque chose de rare et précieux. En fait, voilà, les lettres à ma cousin Hippolyte. C'est Jacques Dufy qui a récupéré donc, ces carnets. Donc, j'essaye de l'approcher un petit peu de la caméra. Donc, ça, c'est daté, écrit de la main de Gaston Vasseur, vous voyez, 1947, parce que c'est le tome 1. Il y a un tome qui a été perdu, mais les autres sont là. Les autres sont là. Voilà, les tomes 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, il n'y a que le dernier tome dont le dernier texte n'a pas été évidemment collé par Gaston Vasseur dans les pages, puisqu'il était décédé. Donc, c'est sa veuve qui l'a fait. Donc, voilà. Voilà. Là, je vais vous montrer le dernier, 1416. Voilà, c'est le dernier comme ça. La dernière. Et puis, ça se termine derrière. Et voilà. L'œuvre de Gaston Vasseur en hebdomadaire, elle s'arrête là. J'essaye de faire en sorte que ça soit droit. Tout est à l'envers dans cette caméra. Voilà, donc, on a pu sauver, grâce à l'acuité de Jacques, les chroniques de Gaston Vasseur. Dans ces carnets, puis dans les fiches que je vous ai montrées, j'ai encore une boîte. Là. Enfin, je ne vais pas vous faire un étalage. Ça n'en finit pas. Tout ça n'en finit jamais. Que le Picard, ça n'en finit jamais. Bon, voilà pour le gros de la production de Gaston Vasseur, son travail linguistique, son travail qui a été enregistré par Loriot, qui nous permet d'avoir le son de sa voix, et puis les lettres à ma cousin Hippolyte. Mais on va quand même regarder d'autres textes. Alors, j'avais prévu 2, mais on va faire qu'une seule fable. Dans le travail qui a été coproduit avec Jean Sgard, vous avez là, vous les aurez, La mort et puis le Bocagneux, puis Chocornaille et puis Schurner, avec des illustrations de Jean Sgard. Donc, vous voyez l'illustration au premier degré, on voit bien la mort et puis le Bocagneux, donc c'est le bûcheron qui ramène à Anne Boré sur son épaule, puis en dessous, vous avez le corbeau et le renard. Dans le corbeau, on peut presque voir une... Attends, on va essayer de faire quelque chose de plus comme ça. On peut presque voir une caricature de Gaston Vasseur, hein, nœud de cravate, lunettes, et puis en dessous, il y a le renard un peu plus malin. Et donc, Gaston Vasseur a travaillé les fables de La Fontaine, France doit s'en souvenir, parce que j'en faisais quelques lectures, de manière très fidèle au texte original, c'est-à-dire en gardant tout le rythme et tout ça. Bien entendu, il s'agit d'une traduction. Bon, je vais vous faire Chocornaille et puis Schurner, tout le monde la connaît, je n'aurai pas besoin de traduire. Vous allez voir comment ça coule. Chocornaille, donc là aussi, on a l'assimilation. Hein. Chocornaille et puis Schurner, on retrouve le chu de tout à l'heure. Un jaune cornaille a un E d'un éprieux. Un éprieux, c'est un orme hypréo. Un orme, c'est une sorte d'orme. Un jaune cornaille a un E d'un éprieux. Sarreau d'un saint-bœuf un fromage. Un renard raccourt pour lui faire bio-bio, pour lui faire le bobo, pour lui faire le joli gars. Et bio-bio, hein, il y a aussi une assimilation sur l'article masculin. Parce qu'il n'est au point vieux sans elle. À vous tout, mademoiselle, Dieu des dieux. Donc, à vous tous, c'est une manière de politesse pour dire bonjour à vous et tout. Je vous renvoie votre bonjour. Dieu des dieux qui crie d'un beau malin. Comment avelerez-tu si pour canteux vous êtes capable à vous vir si belle, si aimable, sans mentir, chez vous, reine, et tout chez bête et beau. Donc, chez vous, la reine, reine, on dirait Amiens. Hein. Et donc là, vous voyez, mais directement un R. Hein. Donc, si on n'y est pas habitué, on s'y retrouve pas. Sans mentir, chez vous, reine, et tout chez bête et beau. Donc, de toutes les bêtes qui habitent dans les bois. Un sacoutant venteux, nos cornailles en un danse. Puis, se rétrichant sur ses ergots, donc se redressant, se faisant la fière sur ses ergots, allèche tire un fromage pour un voyeuse romance.
Aussitôt, d'un coup de gueule, il l'attrape, je suis canaille. Donc le renard attrape le fromage, bien sûr. Et puis, tout riotant, il dit à Choc-Corneille, quant au voyeux des flatteux, n'oubliez surtout point qu'il faut vous méfier d'eux. Voilà, donc on est tout flatteur. Voilà. On est sur le schéma de La Fontaine. Donc, je vous montre de quoi c'est issu. Donc, les vieilles fables, c'est cet ouvrage-là, qui est donc en fait, je vous l'ouvre, les feuilles ne sont pas reliées. C'était des tirages très faibles, à 150 exemplaires maximum, où on a le texte avec, voilà, sur un beau papier d'art, et puis la gravure qui est d'un côté, voilà, comme ça, et puis le texte qui est de l'autre. Voilà. Donc là, c'est Schuleux, Pichlet-Pio et Nieux sont les fables les plus connues. Et il y a 3 ouvrages comme ça. Donc les vieilles fables, la préface de Robert Mallet, les vieilles chansons en français dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec une préface de Paul Vimereux, dont il a fait l'étude du vocabulaire. Et puis les vieilles souffrances. Donc c'est présenté toujours de la même manière, hein, avec les... Oh là 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 là, vous inquiétez pas, c'est chez moi, c'est clavier. Hop, il va s'arrêter. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc voilà, on a un texte comme ça, chez les Glaneuses, chez Gleneuze, voilà. Et donc on a l'illustration qui a été créée par Asgard. Ce sont des beaux objets, ils ont été exposés là, à Bill, et puis qui n'ont pas. Alors, dans Schlancheron, on a réédité quelques-uns des textes, mais ils n'ont pas été réédités intégralement. Loin s'en faut. Un autre aspect de la littérature de Gaston Vasseur. On va rester. Non, on va changer un peu, puis on reviendra. C'est qui les textes j'avais préparé hier, j'en dis. Voilà, ça, il y a quelque chose d'amusant. Donc, on va aller dans Jean de l'Ours. Dans Jean de l'Ours, je vous ai choisi le premier chapitre. Il y a une petite introduction qui raconte comment Gaston Vasseur, Robert Mononcle, a reçu. Robert Mononcle, c'est un surpiqué qu'il a utilisé. Il n'est pas propre à Gaston Vasseur, mais lui, il l'a utilisé dans ses œuvres picardes. Et donc, il dit dans le premier chapitre comment il est tombé sur une malle. Et dans cette malle, il y avait donc un récit, et c'est ce récit qui va nous raconter qu'un personnage donc, de la mythologie, Jean de l'Ours, c'est connu, c'est un conte qui est connu, mais qu'il a réadapté dans le Vimeux, puis qu'il a mis un petit peu à la sauce Gargantua. Hein, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vous ai mis le début pour qu'éventuellement vous ayez envie de lire l'ensemble du texte qui a été réédité. Un piau géant. Donc, déjà, on est sur un jeu de mots. Hein, normalement, on dit un piau nain ou bien un grand géant. Un piau géant. Jean de l'Ours, il est né le 13 du 13e mois de l'année 1313 d'un Chécan, un très Fressenville, et puis au feu, hameau de Saint-Blimont, de Niba, d'un indro qu'on appelle toujours chez 13. Bon, le 13 du 13e mois, 13 d'un chez 13. Il a vaut 7 mots quand il est venu au monde. Trop mettait de long et puis 7 daims. Trop périn beau et puis 4 périns hauts. Un daim en picard, hein, pas une dent. Ce bouc a les taux grandes comme un couvert à four, ses yeux comme des assiettes et puis ses oreilles comme des plots à berbe. Au lit d'Ono Saint-Biberon dans une lessiveuse, 2 chiens 72 fois tous les 8 jours et puis autant per nuit. Je pense que ça va, enfin moi, ça va à comprendre, donc on est dans le gigantisme. Hein. Il n'avoue qu'est-ce que je dis qu'il prend d'eau poids de lait. Il m'a joué une trempette au site. Donc, c'est faire une trempette au site, c'est prendre du pain qu'on trempe dans un bol de site, normalement dans un bol, mais là, lui, c'est autre chose, d'un tuvieux trop somme avec 6 livres de pain. Hein, trop somme, ça doit faire déjà une quantité en litres. Je ne manipule pas très bien ces mesures anciennes, mais ça doit être quelque chose d'assez conséquent. Un séveillant. Donc, ça, c'est ce qui m'a joué à séveillant. Toujours le jeudi. 12 érins à 12 heures. Un pied de côtelette et de 20 chanclives à note. Je ne sais pas que c'est qu'il allait le couper, ce côtelette, mais bon. Un mollet de soupe à l'oseille dans une cuvette à Miremontais, donc au milieu de l'après-midi. Et puis un absure et une mouille. Une mouille, ce sont des moules, hein, des moules au pied des falaises, au vrep et devant de Saint-Dormir.
Esqueron, le charron, et de Frechenville, il y a foué un berceau, avec stress chaîne du bois de l'enfer à Arrée. Le bois de l'enfer existe vraiment entre Arrée et Auchancourt. Aux athées forcheton, 2 chats, 19 berbis d'Achébassure pour les tricoteuses camisoles, et de brassières, et puis c'est quechettes. Donc voilà, il y a eu du travail pour habiller et nourrir donc Jean de Lurs. Il perro qu'esmer à l'étau Perrintais, Perrinte, avec Gargantua, parce qu'elle est le femme père alliance del premier frère à Gergamel, elle femme est de Grand Gosieux, elle mère est de Gargantua, elle grand-mère est de Pantagruel. Voilà, il faut avoir lu Rabelais, donc on a toute la généalogie de Rabelais. Bon, on échappe juste à la naissance par l'oreille, hein, parce que normalement c'est comme ça que Gargantua est né de Gargamel. On a toujours dit qu'elle avait 6 mots de moins que Saint-Fieu, mais je n'a su poisseur. Bon, donc là, forcément, on est pour t'en faire que de partir dans l'absurde, autant aller très loin. En tout cas, quand on demandait à Jean de Lurs s'il est au Perrin avec Gargantua, il répondait toujours à riotant, bien sûr, puis quel grand-père est de Grand Gosieux, puis ma grand-père, chez toi, deux grands-pères. C'est aussi une formule, un ratro très fréquent en Picard. Oui, t'as un père et puis ma père chez deux pères, donc au sommet de famille. Hein. Mais ce qui est de plus drôle, c'est qu'on a jamais parlé de Saint-Père. Dans le vieux temps, on raconte qu'un jour, une pauvre femme, veuve, a revenu d'Echbo avec un fashion et dessus son dos, donc avec un fagot de branches sur le dos. Tout d'un coup, il a fait un orage du diable. Il tonneau, il éclairo de tous les côtés. Je pauvre femme à la vaut peur. Elle s'est mise à deux genoux, puis elle a foué, et puis elle a foué cette prière, donc à cause de l'orage. Donc, il va dire une prière, en fait, qui est une formule magique qui tente à éloigner les orages et puis surtout le tonnerre et les éclairs. Sainte Barbe et puis Sainte Fleur, lavez les pieds de notre Seigneur, on zéro point sitôt lavé, quel tonnerre il sera passé. Et ça, il fallait le répéter comme une litanie plusieurs fois d'affilée. Sainte Barbe et Sainte Fleur sont des saintes de la fin de l'année. Hein. Sainte Barbe, c'est bien connu, mais Sainte Fleur, c'est aussi Sainte Florence. En avant, pour courir fini, qu'il a fait un coup d'arneux à tout dégoneux. Bon, la formule n'a pas trop marché. À tout dégoneux, donc faire sortir de ses gonds. Et puis qui s'est mis à pleuvoir des gouttes aussi grosses qu'elles étaux. Donc ça doit être vraiment des grosses gouttes. Mais on est chez un pieu géant. Hein. À la courus pète au radeau d'une espèce de cave, au radeau à l'abri, qui n'avo à Churoyon. En arrivant d'un stérieux, à la percho un pieu jaune ours, ramonché de peur d'un coin. Donc elle arrive dans le trou, donc dans le terrier, et puis elle aperçoit un pieu, donc un petit jeune ours, un petit de jeune ours. On dit une ours même au masculin en picard, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un E à ours, qui est tout ramonché, donc qui était rabougri par la peur dans un coin. Il a foué au nom du père avec espace droit de devant, un voyant chauffeur marin-tron. Bon, l'ours, il faut se prier aussi. Reste à vomi qu'il y dit je bétail. Mais Pioséphan, il ne faut pas vos étonneux à se passer du temps et toucher bête hyper loin de Picard. Donc, il est vu, achetons-le. Hein. Il y a beaucoup de bêtes qui ne perdent plus du tout. Chauffeur Maladon restait 1 an avec une jaune d'ours. Au bout d'1 an, et puis un jour, elle s'est décidé à revenir à cette maison avec Chupio Ors, donc avec le petit ours. Ses voisins, ils croyaient être morts, et depuis si longtemps qu'ils ne l'avaient pas revue. En arrivant à Chéaille, donc ailleurs, ce sera les Ailleurs, donc les Évives. En arrivant à Chéaille et de Saint-Pouilly, chez Topu un ors qu'elle a vu avec elle. Atno, un pio et fan père elle-main. Donc là, il y a un phénomène magique quand l'ours dont elle n'a pas enfanté, hein, si vous avez bien suivi, sort du terrier, de la grotte, il devient comme ça un petit enfant, mais un petit enfant de géant, hein, un pio et fan plus grand qu'elle. Et que tu l'appelles ta fille qui demande chez Jean. Donc, comment appelles-tu ton fils? Et je m'appelle Jean de Lurs, qui répond je suis Pio, donc il donne son nom directement. Chez Pourreau, qu'on dit toujours, avec Jean de Lurs, il s'est baptisé lui-même. Voilà, donc il s'est lui-même baptisé, comme Napoléon, il s'est sacré. En tout cas, il a une chose qui est sûre, chez Jean de Lurs, il a vaut 7 mots quand il est venu d'un village avec son porfum veuve. Il mesure déjà 68 pouces d'auteur. Tout le monde y dit que chez Sro est le plus grand toucher géant. Va tout ce que peut dire être vrai,
Sulfamille et Jamdlours, et puis dessus, ces premiers mots de existant, des vies vivantes. Toucher premier mot des vies vivantes. Bon, j'essaierai d'enlever 2-3 fautes de frappe que je n'avais pas repérées hier. Voilà. Donc, on a les débuts de Jamdlours. On est dans du conte fantastique qui n'est pas un conte initiatique. Hein. On est plus dans un registre proche de Gargantua, de Rabelais, d'un registre comme ça, mais surtout pour s'amuser. Qu'est-ce que je voulais encore alors, dans un autre registre, alors c'est un peu long, mais on va lire le début parce que je ne veux pas vous retenir toute la soirée quand même. Donc, puiser dans... ça y est, vous pouvez le voir, dans Histoire du vieux temps, misère et puis pauvreté. C'est sur un thème traditionnel qui veut que la misère et la pauvreté ne seront jamais chassées de cette terre. Et donc, à partir de là, il donne, lui, sa version. Je vais vous juste lire le début. Et puis après, on essaiera de dialoguer si vous avez quelques questions à me poser. Misère et puis pauvreté. Oh, qui n'a longtemps. Un catekma, un carrefour, il n'a une forge. Quand on y voyait pas souvent grand monde, Echmerichaud, il passe au gramin plus de temps à Athènes et puis à Bayeux qu'à faire des bidets. Donc, il passait plus de temps à attendre et puis à bailler qu'à faire des chevaux. Hein. Les bidets, c'est des chevaux. Avouez qu'il est tout pauvre et comme Job, malheureux comme les pierres. D'abord, tout le monde, il l'appelait misère. Misère, il n'avait plus de famille. Il est tout seul à se forge avec sa vue de chien qu'il appelait pauvreté. Misère et puis pauvreté, il les aimait bien comme des malheureux. Il est toujours ensemble. Drake aux aperçus vos misère, au savot pauvreté, il suit vos perdrières. Et puis quand au voyau pauvreté, au pauvre dire, tiens, misère, il n'est pas loin. Donc voilà, il plante les deux personnages. Bah, vous lirez la suite. Hein. Vous verrez comment le bon Dieu va s'arrêter près de cette forge et comment il fera en sorte que, hélas, tout bon Dieu qu'il est, hélas, misère et pauvreté seront éternellement condamnés à rôder sur la terre. Mais donc les deux personnages sont plantés. Et on est dans un univers ancien, encore empreint de nostalgie malgré tout. Malgré tout. Vous voyez que les unités qu'il donne sont des unités bien avant le mètre et puis le litre. Hein. On a des sommes, on a des lieux, on va avoir des écus, on va avoir donc on est vraiment dans un monde très, très ancien, un monde assez figé. Ça n'enlève rien à la qualité de langue utilisée par Gaston Vasseur, qui est une langue qui est très cohérente, qui est très riche, où le vocabulaire a vraiment sa place. Il y a une place importante qui est faite chez Gaston Vasseur dans le verbe en particulier. Il n'est pas le seul, il va mettre l'initiateur de Jean Leclerc, parce que Jean Leclerc aura été son élève pendant la deuxième partie de la Deuxième Guerre mondiale à Bugny-et-Gamache, quand il sera hébergé là-bas chez ses grands-parents. Et donc la place du verbe, la signification la plus fine et donc la plus exacte possible, et puis aussi en parallèle la possibilité à partir de là de faire des jeux de mots, la possibilité de faire des lectures au deuxième degré d'un certain nombre de situations, et puis des formes de raillerie sur la vie quotidienne d'un temps que je n'ai pas vécu, mais qui peut être aussi sur des jeux de mots avec le latin, par exemple, du Picard et de Péréchi, puis du latin de Perlabo. Perlabo en latin, ça veut dire parler latin. Donc il y a des jeux de mots comme ça qui tiennent bien la route, parce que la langue picarde est très cohérente et très riche et ne fait pas beaucoup de place à la concession. Il y en a un petit peu parfois dans les textes rimés, comme il y en a, hélas, trop souvent, avec l'absolue nécessité pour ces auteurs de versifier dans une prosodie proche de celle qui est acceptée par l'Académie française. Enfin bon, ça c'est leur choix. Mais hormis ce petit bémol qui est facilement décelable, il est impressionnant. J'ai lu toutes les lettres à ma cousin Polyte. Je les ai lues dans les petits carnets comme ça que Édith Vasseur me prêtait bien avant qu'ils ne soient édités. Je les ai toutes lues. C'est impressionnant. C'est impressionnant. En 1938, il écrit comme en 1970. Sa langue n'a pas changé.
Il y a 3 fautes de typographie qui ne sont pas dues à l'auteur. Il y a l'emploi d'un passé simple, là où habituellement il n'en utilise pas, mais c'est tout. Je veux dire, il n'y a aucune critique à apporter. Et c'est quelqu'un qui a à 34 ans quand il commence sa chronique et à 67 quand il va, hélas, la terminer, eh bien, sa langue, pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans, elle ne varie pas. Et elle reste toujours ancrée dans le Vimeux. Je vous disais, Aniba en particulier, dans son village de naissance, avec un attachement à transmettre ce que lui a pu puiser dans les différentes rencontres. Il était fumeur, c'est ce qui lui vaudra sa fin de vie précoce. Il était joueur de billard, il fréquentait des lieux où il était secrétaire de mairie, donc il voyait énormément de monde dans les villages où il a passé. Il faisait beaucoup d'enquêtes d'histoire locale dans tout l'arrondissement d'Abbeville, donc il rencontrait énormément de monde. Il avait une grosse notoriété, donc aussi une vie publique à ce niveau-là. Et donc, dès qu'il pouvait, il notait et il restait très fidèle à tout ce qu'il a pu noter, engranger. Et je dois dire que je ne me sens pas un héritier de Gaston Vasseur, mais je me sens j'ai pris possession de ce qu'il nous a légué, comme d'autres l'ont fait, et ça m'a contribué à me constituer, à m'enrichir, et puis de temps en temps, je relis ou bien des textes, ou bien même certains de ses travaux, et sa grammaire, je n'ai pas insisté dessus, mais sa grammaire, elle est complète, elle est parfaite, il y a des expressions, des interjections, des situations qui sont assez peu explorées par d'autres personnes qui se contentent d'une description de la langue, ce qui est déjà énorme à faire, hein, c'est déjà énorme. Mais lui, il va plus loin avec toute sa transcription phonétique qui nous permet d'avoir une audition qui nous est transmise. Bon, bien sûr, il faut maîtriser un petit peu l'écriture, mais on s'y retrouve quand même, on s'y retrouve assez vite. En tout cas, moi, c'est à travers Gaston Vasseur que j'ai appris à lire cette phonétique. Bon, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire encore plein d'autres choses, mais vous découvrirez cet auteur et ce linguiste. Je vous encourage vivement à vous procurer ces travaux de linguiste et puis à lire ce qui vous fera plaisir de lire. Voilà, vous aurez la bibliographie. Donc, Olivier vous la transmettra d'ici quelques jours. Vous pouvez rallumer